Bonsoir à tous, donc nous nous retrouvons aujourd'hui donc sur Grenoble pour le live sur le thème de la déconnexion. Aujourd'hui nous allons aborder la déconnexion donc avec trois de nos invités, donc Pierre qui nous parlera de la partie juridique de la déconnexion. Ensuite nous avons Dame, donc notre alternant en cinquième année qui nous parlera de la déconnexion donc au sein de son entreprise qui est Atos. Et puis nous finirons par aborder la déconnexion dans le terme de la connexion de soi avec Émilie qui finira, qui clôturera le live. Je vous souhaite un bon live et puis je laisse la parole à Pierre. Oui, ben écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Pierre Janot, je suis avocat au barreau de Grenoble et associé dans une structure qui s'appelle Alter Avocat, où nous sommes spécialisés bien évidemment dans le droit du travail, mais essentiellement à l'attention des salariés, des syndicats et ce qu'on appelle des comités CSE. Sur la déconnexion, c'est vrai que c'est une notion qui est apparue relativement récemment et surtout avec l'émergence des nouvelles technologies et de la sursollicitation, non seulement par les réseaux, mais bien évidemment essentiellement par le mail, ce qui a amené un certain nombre de réactions de la part de législateurs, puisque on s'est aperçu que le temps de travail devenait extensible et qu'il venait bien évidemment empiéter notamment sur la vie privée et familiale, ce qui provoquait aussi, au-delà de la sursollicitation, des problématiques de santé psychologique et mentale, qui ne sont pas encore aujourd'hui reconnues comme des maladies professionnelles, mais qui viennent vraiment s'inviter au stress et qui viennent malheureusement aussi parfois altérer la santé du salarié au sein de la structure. Aujourd'hui, on va dire grosso modo, le droit à les connexions, il est absolu, au sens où chaque salarié là, ce droit à la connexion, quel que soit son statut, quel que soit le métier qu'il exerce, et surtout parce que la loi a tout simplement rappelé qu'il fallait préserver, on va dire, deux choses essentiellement, c'est la santé et le repos, et la vie familiale et la vie privée. Ce que, bien évidemment, la connexion s'affranchit puisqu'elle permet de solliciter en dehors de la sphère professionnelle, dans la sphère privée, et sur notamment des moments de, excusez-moi, sur des moments notamment de travail. Alors aujourd'hui, on va dire que ces accords doivent être sur la déconnexion négociés au sein des entreprises. La déconnexion, c'est bien évidemment quelque chose qui peut être envisagé avec les partenaires sociaux, les syndicats, mais qui doit aussi pouvoir être envisagé par l'employeur tout seul. C'est-à-dire que quand l'employeur n'a pas de syndicat à sa disposition, il doit pouvoir lui-même instaurer une charte. Et cette charte, elle est essentielle parce qu'il va justement prévoir dans quel cadre il va s'occuper de ses salariés et surtout s'occuper de leur santé pour éviter cette sursollicitation. Il faut savoir quand même que les employeurs n'ont pas toujours la main mise sur notamment ce qui peut être fait par un manager. Un manager, un chef d'entreprise, ce n'est pas toujours des gens qui sont justement connectés et un manager peut parfaitement outrepasser ses droits et sursolliciter un salarié à l'insu même de l'employeur. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il y a deux catégories qui sont précisément ciblées par le droit à la déconnexion. Alors, tout à chacun, je vous l'ai dit, mais essentiellement d'abord les salariés au forfait jour. Alors, pour rappeler le forfait jour, c'est une notion qui a été mise en place dans les entreprises lorsqu'on estimait que le cadre disposait d'une certaine indépendance, d'une certaine autonomie et que du coup son étalon de travail n'était plus l'heure. Il n'avait pas 35 heures à faire par semaine, mais il avait un certain nombre de jours à réaliser sur l'année. On est grosso modo aujourd'hui sur à peu près un périmètre de 216 jours par an que le salarié doit à son employeur. Sauf qu'il n'est pas tenu par un grand nombre de réglementations autour du temps de travail, notamment il n'est pas tenu par les heures supplémentaires précisément. Et bien, ce sont ces types de personnes placées sous forfait jour, qui sont souvent d'ailleurs des ingénieurs, qui sont souvent des cadres, qui sont les premiers concernés par la déconnexion. Et quand ces gens-là perdent le temps du travail pour finalement s'occuper pratiquement H24 d'une tâche, une mission qu'ils auraient effectuée, bah, ça pose un gros problème parce qu'ils peuvent eux-mêmes s'oublier. Il faut bien comprendre que la déconnexion, ça peut, et la connexion peut être faite à l'insu même du salarié, qui accepte cette sursollicitation, qui va en faire pour lui son mantra parce qu'il pense pouvoir donner des gages à son employeur et qui va s'oublier. Et quand je dis s'oublier, c'est qu'il peut aussi s'oublier soi-même, sa famille, ses proches, au détriment de sa santé. Donc c'est la raison pour laquelle il est recommandé, lorsqu'on est cadre et ingénieur, de bien s'inquiéter de cette question de la déconnexion, de l'envisager avec son employeur. Et souvent d'ailleurs, on va avoir cet accord qui va être négocié avec les partenaires sociaux.
Et ça va être tout simplement de prévoir les cas de figure dans lesquels on va pouvoir justement déconnecter et dans lequel l'employeur s'interdira, alors lui ou l'un de ses managers, à contacter un ingénieur. Donc ça, on va dire que ça a été le premier marqueur en termes de déconnexion, c'était de s'intéresser à tous les salariés qui étaient en forfait jour. Et la deuxième chose, ça a été le télétravail. Parce que depuis la pandémie, les accords sur le télétravail ont eu un très gros succès. Oui, bien évidemment, parce que il fallait travailler à distance, il fallait envisager la dématérialisation du travail. Ça a été une grande révolution. D'ailleurs, depuis cette grande révolution où on nous avait promis de pouvoir passer à une autre organisation et envisager la dématérialisation, elle est un peu mise à mal, mais n'empêche que cette question reste et perdure parce que tout simplement, on l'a vu par exemple avec les émeutes, on l'a vu avec notamment les conflits avec le monde agricole, des périodes où il a fallu pendant 1, 2, 3, 4 jours assurer du télétravail. Et pendant ce temps-là, par contre, comment contrôle-t-on le travail? Et surtout, a-t-on la possibilité aussi de joindre à tout moment le salarié parce qu'il aurait une sorte de lien indéfectible avec son employeur? Donc c'est la raison là aussi, on recommande qu'il y ait un accord collectif, article 1222-9 du Code du travail, qui puisse envisager les cas où, pendant le télétravail, on va pouvoir justement solliciter ce salarié. Alors parfois, vous le savez, les modes de surveillance sont installés à l'insu du salarié, mais par contre, le fait de le contacter à tout moment pour pouvoir le solliciter sur des tâches, des directives ou des missions effectuées, bien évidemment, posera problème. On va dire maintenant, pour résumer, quel est le moment le mieux choisi, le plus opportun pour essayer de discuter de cela avec, bien évidemment, pas que les salariés, mais d'une manière plus collective avec les syndicats, les partenaires sociaux. Bon, il y a une obligation qui est faite, à minima, c'est les NAO, ce que nous on appelle les négociations annuelles obligatoires. C'est chaque année, il y a des sujets qui ne peuvent pas être évités, sur lesquels tout le monde doit discuter, et bien évidemment, essentiellement les organisations syndicales. Et ces organisations syndicales, elles vont devoir mettre sur la table des sujets et la déconnexion va en faire partie. Vous voyez comme quoi on a considéré qu'il y avait vraiment eu une grande dérive pour que finalement on en fasse un sujet obligatoire à traiter chaque année. Et donc on va dire que cette NAO, c'est quelque chose qui va l'aborder si justement on n'a pas prévu de négocier avec les partenaires sociaux un accord ou si l'employeur n'a pas lui-même mis en place une charte. Donc retenez tout simplement qu'il est impossible que la déconnexion ne soit pas à un moment donné abordée au sein de l'entreprise, que ce soit chaque année, que ce soit dans un accord ou que ce soit dans le cadre d'une charte. Et je rappelle que la charte, c'est simplement le fait que c'est l'employeur lui-même qui va devoir en déterminer les contours. Les clauses habituellement négociées, elles sont assez intéressantes parce que justement elles traduisent ce qui a été un dérapage parce que bien évidemment derrière la technique se cachent parfois des excès et si on trouve ça très pratique, on le sait tous, nous sommes parfois un peu liés et enchaînés par la technique qu'on trouve très pratique mais qui finalement va avoir ce qu'on appelle les effets boomerang, c'est-à-dire qu'en fait à la fin elle va présenter plus d'inconvénients que d'avantages. Et sur ces clauses, nous avons notamment la sensibilisation et la formation à la déconnexion, un guide des bonnes pratiques, lutter contre la surcharge informationnelle liée à l'utilisation de la messagerie. Ça, c'est très intéressant. C'est comment on va nous-mêmes s'autodiscipliner pour mettre son interlocuteur en position, j'allais dire, de recevoir l'information. Et vous savez, c'est un peu cette idée que la suractivité va se mesurer en fonction du mail qu'on va faire partir. Donc il y a aussi quelque chose de très pervers, c'est finalement donner des gages d'activité en envoyant beaucoup de mails à ses collaborateurs, voire à ses managers, et faire en sorte qu'on puisse avoir une traçabilité de ce qui a été fait durant toute la journée. Ben là, très simplement, ça va être le contraire. C'est comment on va rentrer en sobriété numérique. Comment on va faire en sorte que lorsqu'on envoie un mail, on l'envoie qu'aux bons interlocuteurs. D'abord, ça consommera moins d'énergie, et puis surtout, ça permettra de ne pas avoir surabondance de mails à consulter le matin, qui est très anxiogène et très surtout qui prend beaucoup de temps. Et ça, c'est vrai que les entreprises ont intérêt à le gérer, ont intérêt à organiser la sobriété, parce que même pour elles,
ça se traduira dans des économies de temps et ça sera beaucoup moins chronophage. Il y a aussi l'idée de dire, voilà, vous menez toujours en copie, voire des CC ou des CCI, comment vous faites pour finalement, à la fin, essayer d'éviter que vous soyez justement dans ce registre-là, dans cet exercice, j'allais dire, existentiel numérique, qui consisterait à occuper l'espace numérique en envoyant de manière surabondante beaucoup de mails. Il y a aussi ce qu'on appelle des clauses d'immunité du salarié déconnecté, c'est ça, c'est intéressant. Vous savez, le mail et le numérique, ça peut aussi jouer avec notre bonne conscience. C'est-à-dire la conscience qu'on se donne soi-même à un moment donné de bien faire son travail. Et il ne faudrait pas, à l'inverse, que quelqu'un qui ne s'inscrive pas dans cela. Quand dans cela, aujourd'hui, on a des débats très intéressants sur WhatsApp, les groupes WhatsApp. Les groupes WhatsApp qui viennent finalement inviter l'extra-professionnel, l'extra-privé dans une sorte de zone grise duquel on n'a pas envie de s'exclure en tant que salarié, mais qu'on va pouvoir malheureusement ne pas éviter parce que si on le fait, on s'exclut soi-même et quelque part, on se met, dans le cadre des entretiens annuels, dans des mauvaises notes de sociabilité avec son entourage. Ben, là, justement, refuser la socialisation pendant les périodes de déconnexion, c'est un droit. Alors c'est facile à dire comme ça. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile à organiser parce qu'on sait qu'on peut vexer des collègues de travail, on peut avoir des managers qui le ressentent mal, et parce que parfois le fait de ne pas partager cette parcelle, alors pas d'intimité, mais d'extra-professionnalité, c'est parfois un problème. Et là, ben, on devrait se battre pour justement rester dans la sphère professionnelle et ne pas aller sur la sphère privée, même si derrière, parfois, c'est aussi une envie que peuvent avoir un groupe de collaborateurs pour justement essayer de faire du lien social et peut-être de partager autre chose que des tristes nouvelles à la machine à café le lundi matin à 9 heures. Donc en fait, pour terminer, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais on peut dire que les managers ont vraiment un rôle essentiel dans la supervision de ces comportements-là. Et on va même leur demander d'aller, entre guillemets, contre nature. Parce que tout ce que j'évoquais avec vous sur la connexion, c'est vraiment très étroitement lié à l'idée qu'on se fait aujourd'hui de son implication et son investissement dans l'entreprise. Et aller à l'inverse de ça, c'est-à-dire être capable d'assumer une sobriété, être capable de dire que nous ne communiquerons sur le strict essentiel, mais surtout nous mettrons en premier lieu la santé mentale, psychologique du salarié en avant-poste, et qu'en second lieu, on fera en sorte que justement sa vie privée, sa vie familiale soit préservée, c'est vraiment un enjeu majeur, d'autant plus que les entreprises s'y retrouveraient, à dire, à la fin. Parce qu'une entreprise qui respecte ce cadre-là, je pense qu'elle tire beaucoup plus en termes de performance, en termes de, j'allais presque dire rentabilité, excusez-moi du terme, mais il est très trivial, mais quelque part c'est aussi ça, c'est la capacité qu'on a à gagner sur l'intensité du travail et faire en sorte que le temps de travail soit optimisé et consacré au mieux dans le cadre de l'organisation du travail. On voit que bien évidemment ces guides de bonnes pratiques manquent aux entreprises. On a malheureusement aujourd'hui un affichage social dans les accords de déconnexion qui n'est pas traduit encore parce qu'on est toujours sur des ressorts de culpabilité, de culpabilisation. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui pourrait être une révolution, ou du moins une réforme ou une évolution, c'est de faire en sorte que l'on passe justement de cet affichage-là à des pratiques de terrain qui puissent permettre de préserver chacun d'entre nous pour finalement faire en sorte que si technologie il y a, elle soit tirée justement à son meilleur profit et qu'elle ne soit pas considérée comme étant, du moins pour le salarié, ces fameuses chaînes numériques que j'évoquais à titre liminaire. Très bien, merci pour cette intervention Pierre qui était très enrichissante. Vous avez bien insisté sur le fait que l'entreprise, l'employeur ou le manager doit prendre des directives et des décisions pour que ses salariés soient bien au sein de leur travail au niveau de la déconnexion. Donc on va passer à l'intervention de Dame qui va nous expliquer comment ça se passe au sein de son entreprise. Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Dame, je suis étudiant à l'EPSI depuis 5 ans maintenant, je suis à ma 5e année et je suis alternant chez Atos. Du coup, là je suis à ma 2e année d'alternance chez Atos et du coup moi je vais parler sur un autre point d'aspect parce que j'ai un peu le pied entre les deux mondes, le monde professionnel et le monde scolaire. Du coup, la déconnexion elle concerne les deux côtés. C'est-à-dire que dans le monde scolaire, faut pas trop se mettre la pression, comme quoi que, enfin, des fois, quand on est en alternance, les profs, ils comprennent pas vraiment le fait que on est aussi dans le monde professionnel et qu'on n'a pas le temps de se mettre à fond 100% du temps dans les cours.
Du coup, en termes de rendu, des fois, c'est plus ou moins compliqué. Du coup, il faut savoir lever le pied et savoir faire la part des choses. Et ça concerne les deux côtés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en semaine de cours et vouloir se mettre la pression pour des choses qui se passent au travail. Du coup, c'est deux mondes différents et il faut savoir mesurer et faire la part des choses et gérer son temps sur les deux aspects. Et du coup, il y a aussi l'aspect professionnel. Je suis en alternance chez Atos du coup et je vais plutôt parler d'Atos du coup. Du coup, Atos, ils mettent en place, ils appellent ça le well-being at work. C'est un processus qui cherche à évaluer comment les collaborateurs se sentent au travail. Et en fait, il y a deux aspects. Il y a les outils de travail, les outils collaboratifs, comment le collaborateur se sent de travailler à Atos. Et il y a l'aspect physique aussi, comment il se sent de travailler dans le lieu de travail de Atos. Du coup, moi j'ai commencé mon alternance dans des nouveaux locaux. Ils ont déménagé il y a un peu plus d'un an. Du coup, ils ont un nouveau campus vers Échirol, à Grenoble. Et du coup, ils ont mis en place des choses qui vont dans ce sens du well-being at work. C'est-à-dire qu'on a une salle de sport qui est à disposition 24 heures sur 24 pour les collaborateurs. Et il y a pas, enfin, c'est gratuit. Du coup, dès que tu es collaborateur à Atos, tu as accès à la salle. Tu peux y accéder comme tu veux, quand tu veux. Et il y a plein d'autres choses qui sont mises en place. C'est-à-dire il y a une médiathèque, une bibliothèque et il y a des cours de sport qui sont financés par le CSE. Et du coup, pour l'aspect déconnexion, moi, en termes de retour d'expérience, il y a un événement qui m'a beaucoup marqué. Et c'est l'année dernière, on a eu à mettre en place un after work. Et c'était un escape game qu'on a fait tout le projet ensemble, où il y avait le chef de projet et tous les collaborateurs. Et c'est un moment qu'on a partagé où il n'y avait pas de hiérarchie, on était tous au même pied d'égalité, on a tous transpiré autant, on s'est tous amusés autant. Et après, du coup, après le escape game, on a tous discuté et c'était vraiment, on sentait qu'on était tous détendus. Et du coup, ça, quand on est retourné au travail, ça s'est senti. On a senti plus une cohésion au sein de l'équipe. Et du coup, c'est un plus. Et du coup, moi, je me suis senti plus à l'aise de travailler dans le projet. Et du coup, alors la déconnexion, moi, j'occupe un poste d'ingé système dans mon projet. Et du coup, pour nous, les ingé systèmes, la déconnexion, ça n'existe pas réellement parce que on a tout le temps, du feu, de l'huile au feu. Et du coup, ça fait que des fois, c'est un peu compliqué de savoir lever le pied. Des fois, il m'arrive que ce soit dans le cadre scolaire ou professionnel, d'avoir un blocage au travail et d'y penser le soir ou de chercher des solutions chez moi le soir ou autre. Mais ça, c'est un truc qui est plutôt personnel et propre à chacun. Et du coup, j'arrive quand même à gérer et à faire la part des choses. Et pour ma part, mon moment de déconnexion réel, c'est quand je fais mon sport. C'est le moment où je me déconnecte, je me vide l'esprit et je pense à rien. Et du coup, genre, je suis vraiment libre, je me sens libre. Et du coup, genre, des fois, après une longue journée de boulot, ça fait du bien de se déconnecter et d'avoir aucun objet électronique et enfin, de se libérer. Du coup, ça fait pas de, ça fait du bien. Et du coup, pour revenir sur Atos, ils mettent en place pas mal de processus et dans ce sens-là, il y a le CSE finance des cours de sport collectif, de sport physique ou de relaxation. Et du coup, c'est des trucs qui se font entre midi et deux, qui se font à la salle de gym du site. Et du coup, dans ce cadre-là, il y a aussi des cours de yoga et c'est des trucs qui sont pas mal. Du coup, j'approuve j'approuve la démarche de Atos dans ce sens-là du well-being at work. Voilà, D'accord. Bah, écoute, merci Dame pour ton intervention. je t'en Merci prie. pour ton retour d'expérience du coup en tant qu'alternant puisque tu es sur la partie école et aussi sur la partie C'est ça. entreprise. Et merci de nous avoir donc évoqué tout ce que Atos faisait Yes. pour ses employés. Tu as fini par parler donc, du sport, du yoga par Mm. exemple, et ça nous laisse
la possibilité de faire la transition avec Émilie qui va nous aborder la déconnexion en termes de connexion de soi. Bonsoir à tous, merci. Donc Émilie, j'enseigne le yoga et plus largement par rapport à ce droit à la déconnexion, en effet, je vais plutôt parler de connexion à soi dans le sens ce retour à l'intériorisation, à cet espace intérieur qui va vous permettre, cet espace de paix en fait, de stabilité, qui va vous permettre de faire face à ces diverses sollicitations aussi. Et aussi, quand je parle de manière large, c'est-à-dire que non seulement les sollicitations externes, la surcharge d'informations, mais aussi en termes de parasitage interne. Qu'est-ce que j'entends par parasitage interne? C'est au niveau du mental. Parfois, on a une multitude aussi de pensées qui va tourner en boucle, qui sont répétitives, qui ne sont pas forcément des plus opportunes pour soi, pour son état d'esprit, pour ses schémas d'être, de comportement. Et donc, le fait de pouvoir maîtriser ces pensées, cela va pouvoir amener à être beaucoup plus en maîtrise, en création et non plus en réaction par rapport à des schémas d'être et de comportement qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc, on va voir quelques procédés aussi, des pratiques, alors un petit peu de méditation, peut-être sur la fin aussi quelques postures de yoga sur chaise, et aussi par rapport à la respiration, un exercice qui est la cohérence cardiaque. Très important encore une fois de maîtriser ses pensées, puisque ça va permettre aussi d'éviter du surmenage, du stress démesuré. Et donc, tout ce qui peut aussi en découler, donc les malaises, les mal-être, voire des maladies, le burn-out. Donc, concernant la méditation, c'est vraiment un état d'intériorisation, de connexion à soi, de silence intérieur, mais avant d'obtenir un silence intérieur, on va passer par le mode d'observation. On va observer ses pensées de manière la plus neutre possible, et donc ceci vient aussi avec la pratique. D'ailleurs, on pourrait faire un petit exercice, vous pouvez le faire aussi chez vous, vous mettez un chronomètre sur 1 minute, c'est la simple intention d'observer ses pensées. Et vous allez voir que vous avez un afflux de pensées conséquent. Et petit à petit, mettez un chronomètre, ça va être intéressant parce que ça va vous motiver justement à aller au bout, à suivre un petit peu et de voir un petit peu, justement, donc de voir sur 1 minute. Ensuite, on va faire par la suite la cohérence cardiaque, la respiration, et ensuite de refaire 1 minute sur les pensées. Vous allez voir déjà, observer par l'expérience ce calme que vous allez avoir au niveau donc de cet afflux. Donc concernant la méditation, alors il faut savoir aussi qu'on a à peu près environ 60 000 pensées par jour. 60 000. Donc ce qui fait qu'on a une multitude de pensées qui défilent de manière inconsciente et donc qui conditionnent aussi votre physiologie, votre état psychique et donc ce que vous allez être dans vos interactions, dans votre relationnel, dans tous les plans de votre vie, de manière quotidienne. Alors, en tout cas, on peut voir, je peux vous proposer aussi 2 façons de méditer, très simplement, par rapport à la respiration et aussi au niveau du cœur. Donc, en termes de respiration, vous allez fermer les yeux et puis de plus en plus focaliser au niveau de votre respiration, sur l'inspire et sur l'expire. Et en fait, vous allez vous rendre compte aussi petit à petit que votre respiration va être de plus en plus profonde et lente, ce qui amène à un état de détente aussi de tous vos membres de votre corps. Et donc là, ça va permettre de passer à ce qu'on appelle l'état alpha. C'est un état de conscience modifié, mais qui est tout à fait naturel, hein, pas besoin d'éléments externes pour. Donc c'est un état qui est induit par la relaxation, la méditation. Et en fait, vos ondes cérébrales vont être d'autant plus lentes. Et ceci va permettre, ce qui est intéressant, c'est que des études ont été effectuées avec notamment l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire on va poser des capteurs au niveau du cerveau, sur le crâne, et on va pouvoir mesurer l'activité électrique du cerveau. Et donc on a pris 2 catégories de personnes, des personnes qui méditaient et des personnes en état normal, ordinaire.
Et en fait, ils ont pu, bien sûr, on peut voir aussi hein, la différence. Donc les personnes méditantes, à ce moment-là, elles avaient une multitude de zones au niveau du cerveau qui étaient amplifiées et activées. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça développe aussi, ça décuple certaines facultés en état de calme intérieur aussi. Forcément, moins on a de stress, hein, on l'a tous peut-être expérimenté, plus on est stressé, en tout cas un stress démesuré, parce qu'en soi, le stress, c'est une adaptation aussi au changement, à l'environnement. Donc quand on est dans une forme d'équilibre, c'est OK. Mais quand c'est démesuré, c'est là que ça nous porte préjudice. Donc, euh, alors oui, ce que je voulais vous dire aussi, en état de relaxation intense, de méditation, vous allez pouvoir atteindre aussi ce qu'on peut appeler le disque dur. Le disque dur, c'est l'inconscient en fait. C'est là où sont ancrées nos croyances limitantes, faussées, erronées, les mémoires cristallisées qui font que on a une habitude dans nos schémas d'être, de comportement. Et il y a pas mal de personnes qui peuvent me dire parfois, j'ai envie de changer, mais j'y arrive pas. Et en fait, c'est surtout, voilà, on va pouvoir reprogrammer dans cet état-là ce disque dur, certaines croyances qui étaient bien ancrées. Euh, alors, après, donc, du coup, on peut peut-être mettre en action, j'avais pas mal de choses à dire, mais on va condenser les choses, et puis par la suite, on pourra poster aussi certains éléments. On peut peut-être faire ensemble, si ça vous dit aussi, donc, en termes de l'exercice de respiration sur la cohérence cardiaque. Alors déjà, vite fait, qu'est-ce que la cohérence cardiaque? Ça va vous permettre très simplement, hein, de par un contrôle, on apprend à contrôler sa respiration et la variabilité aussi des battements de son cœur. Puisque son cœur aussi, il est prouvé bien évidemment, c'est le cœur a son propre cerveau. C'est un système nerveux indépendant qui a 40 000 neurones, comme les zones du cortex. Et en fait, le cœur va en fait émettre des informations au cerveau également et va conditionner les aptitudes du cerveau, votre état psychique aussi, votre aptitude à prendre des décisions, à organiser une information, etc. Donc cette cohérence cardiaque, cette méthode provient d'études de recherche médicale en neurosciences et en neurocardiologie. C'est apparu aux États-Unis dans les années à peu près 90 et vraiment a été mis en lumière l'aspect des plus bénéfiques en termes de gestion de stress et aussi par rapport à certaines maladies. Donc c'est très intéressant aussi voilà, de voir le fonctionnement, enfin tout est relié. Donc de par, on a tout en nous finalement, on n'a pas besoin d'outils extérieurs. Grâce à la méditation, à la respiration, on va pouvoir œuvrer, se sentir beaucoup mieux et retrouver cet état de connexion et de déploiement finalement aussi de ses facultés, de ce que l'on est vraiment. Donc je vous invite du coup, si vous voulez bien, à faire ensemble. Alors ça va pas prendre longtemps, hein. Alors cette méthode, je vous dis d'avance, par la suite, c'est intéressant de le faire 3 fois par jour sur 5 minutes. Alors si vous ne pouvez pas, vous pouvez faire moins 5 minutes par jour, c'est OK. Donc en fait, vous allez pouvoir fermer les yeux et observer votre respiration aussi. Et vous allez pouvoir aussi observer quelles sont finalement les sources de votre stress. Les symptômes plutôt, c'est-à-dire est-ce que c'est de l'agacement, est-ce que c'est plutôt de la nervosité, etc. Quels sont les symptômes qui vous indiquent que vous avez du stress? Ensuite, vous allez pouvoir solliciter votre cœur. Vous placez votre attention au niveau de votre cœur. La partie donc du cœur et de la zone qui l'entoure. Vous pouvez même poser votre main au niveau de votre cœur. Ça vous permettra d'être d'autant plus peut-être concentré. Et vous allez respirer par votre cœur. C'est comme si votre cœur donc se gonflait à l'état d'inspire et se dégonflait à l'état d'expire. Et petit à petit,
vous allez vous rendre compte aussi que votre respiration est de plus en plus régulière, ordonnée. Et votre respiration est aussi de plus en plus profonde et lente. Et dans cet état d'harmonie, vous allez pouvoir évoquer en vous, au niveau de votre cœur aussi, un souvenir positif, dans le sens où quelque chose qui vous a apporté un bien-être, une paix intérieure, une joie, de la sérénité. Quel que soit ce moment, vous allez vous le rappeler et le revivre en fait. C'est comme si vous le viviez à travers tous vos sens. Plus vous mettez en action vos sens physiques, plus ça devient aussi une réalité. D'ailleurs, Albert Einstein disait: le cerveau ne fait pas la distinction entre l'imaginaire et la réalité. Donc cet aspect, ça vous permet vraiment d'avoir une forme de régularité au niveau des battements de votre cœur. Sachant que cette variabilité des battements de votre cœur dénote de votre état émotionnel. Très important, puisque l'état émotionnel donne des informations aussi au cerveau et la façon dont vous allez pouvoir œuvrer dans votre vie quotidienne et déployer vos facultés. Donc, c'est intéressant pour vous de savoir, c'est un outil aussi, si vous avez des choses à vivre dans votre vie, quelle qu'elle soit, difficile ou autre, vous pouvez vous mettre dans cet état et ça va vous permettre d'y faire face. Ensuite, restez toujours les yeux fermés et on va passer vraiment à la respiration en tant que cohérence cardiaque. Donc, c'est tout simple. Vous allez pouvoir inspirer sur 5 secondes. Alors, pensez bien, c'est une inspiration abdominale au niveau du ventre. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, votre ventre va se gonfler. Ensuite, à l'expiration, votre ventre rentre. Sur 5 secondes aussi, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, idem, à l'expire ou à l'inspire. Et ceci, on peut le faire sur 5 minutes. Ça fait 6 cycles d'inspiration, d'expiration à la minute. Donc vous pourrez continuer également par la suite. Et là, vous allez pouvoir aussi revenir tranquillement, ici et maintenant. Bien sûr, j'ai écourté par rapport à la vidéo, mais c'est donc à faire 5 minutes. Encore une fois, ce serait top si c'est 3 fois par jour. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Et d'ailleurs, quand on fait du yoga, on est en cohérence cardiaque. De par les postures, on va maintenir la posture avec la respiration. Et le fait de se concentrer aussi sur les différents gestes et dans tout ce que l'on fait, on est ici et maintenant, on est dans le présent. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps aussi pour finir sur les postures. Oui. Génial. Donc on peut aussi continuer, c'est-à-dire que on va faire quelques postures donc sur chaise. J'en ai profité, je me suis dit bon, la plupart on est tous devant des bureaux, enfin devant son ordinateur, assis sur une chaise, pas mal de temps dans la journée. Et donc, on peut être un petit peu affalé, ça dépend. Qui n'a pas déjà été aussi face à son ordi, on reçoit un mail, la tête un peu recroquevillée dans les épaules, et puis être comme ça. Enfin bref, on prend des positionnements qui ne sont pas des plus adéquats pour la posture, et ô combien la posture est importante. De se tenir droite aussi, les épaules bien quand même en arrière, ça permet aussi d'avoir un état, ça aussi c'est prouvé, d'un état sur le psychisme. Mais bon,
Donc, alors, en l'occurrence, là, on est assis, on est à son bureau, pardon. On va pouvoir déjà commencer par la nuque, faire des mouvements au niveau de la nuque. Alors là, tout ce qu'on va voir, ça permet aussi de se détendre, bien sûr, mais aussi vraiment un aspect préventif pour éviter toutes les douleurs. Donc, la nuque, vous pouvez commencer par prendre votre bras droit, hein. Vous allez poser votre main, donc voilà, au niveau de la tête, et ensuite, doucement, c'est vraiment avec le poids du bras, vous allez baisser donc d'un côté. En essayant de garder les épaules aussi droites, pas trop. Oui, pardon, je sais pas. On va pouvoir après faire la même chose de l'autre côté. Ce qui est bien, c'est de faire vraiment 2 fois chaque mouvement, à chaque fois de chaque côté. Alors après, bien sûr, quand vous le faites vous-même, vous pouvez aussi, c'est bien de fermer les yeux parce que vous êtes pleinement présent et vous faites vraiment les choses avec conscience. Donc aussi, vous allez pouvoir baisser donc le menton vers le torse. Vous allez poser vos mains sur votre crâne. Les coudes vont se rejoindre et pareil, de par le poids, vous allez baisser votre tête en gardant aussi la colonne droite. Souvent, pensez toujours avoir la colonne bien droite. C'est pareil, vous pouvez remonter. Alors, je pense que j'en posterai encore une fois plus tard des postures. Je vais passer sur certaines. On va étirer les épaules. Pour ceux qui connaissent un peu le yoga, la salutation au soleil est très connue. Donc, on va rester assis, mais on va faire juste au niveau des bras. Donc, Donc pas assez d'espace. Vous aurez un peu de place dans votre bureau, vous en faites un petit peu juste. Donc, tu peux. Par exemple, voilà, exactement. À l'inspire, vous allez lever les bras, hop, et joindre les paumes. Ok. Et vraiment, faites toujours attention d'avoir la colonne droite et puis les épaules, pas les épaules levées comme ça, les épaules. Et hop, à l'expire, vous baissez. Alors, le but c'est d'avoir de la place, voilà, sur les côtés, ok. Vous avez compris le principe. Ensuite, pareil, vous pouvez faire des mouvements, l'étirement au niveau du côté, ça va faire vraiment du bien aussi pour le dos. Toujours la colonne bien droite, hein. À l'inspire, vous élancez donc, et alors vous courbez pas trop, parce que là, vous vous affaissez et ça va... Ok, et on fait pareil de l'autre côté, toujours faire les deux côtés. Ok, alors cette posture, on le verra plus tard aussi. Non, je pensais à la posture de l'aigle. On peut faire la posture de l'aigle assis, mais bon. On la fera au prochain cours de yoga, debout. On va bouger la colonne aussi. Alors là, ça va faire du bien aussi. Ça va être des mouvements plutôt fluides et doux. Donc, au départ, vous allez vous placer les pieds bien au sol, les bas donc tendus aussi. Et vous allez vous avancer comme ça, la colonne bien droite. Vous faites plusieurs respirations comme ça. Ne courbez pas le dos, hein. Donc, vous avez les jambes plutôt ouvertes. Et en fait, vous allez relâcher. Mais alors là, c'est vraiment vous relâchez aussi après votre tête, vos épaules, vos bras. Alors là, on peut peut-être pas trop le faire, mais vous relâchez complètement tout, en fait. Votre dos, votre tête. Et au bout d'un moment, quand même, il faut travailler. Vous allez remonter. Voilà. Oui, encore 2 petits trucs. Alors, je me mets comme ça pour vous montrer, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait aussi en posture de yoga, mais donc vous allez creuser à la fois le dos et ensuite le gonfler, enfin faire le dos rond. Alors, à l'inspire, vous creusez derrière le dos. Vous avez bien les épaules en arrière. J'ai craqué. Ouais. Très bien. Tu n'as pas mal, c'est bon? Ça va. C'est parfait. Oui, faites attention.
Bien évidemment, les recommandations, vous faites en fonction de ce que vous pouvez, hein. Oui. Si on a des problèmes de dos, etc., ça, on voit ensemble. Et donc ensuite, elle expire, vous faites le dos rond et vous baissez votre menton. Ok. Donc ça aussi, vous le faites au moins 2 fois chacun. Et pour finir, c'est juste une torsion. Alors vous restez bien comme ça aussi, les pieds à même le sol. Vous allez tourner le plus possible. Alors là, voilà. Vous faites la torsion. Vous revenez. Donc à l'inspire, vous élancez bien, étirez bien la colonne. À l'expire, vous tournez. Et vous revenez. Donc voilà, enfin il y en a d'autres, hein, mais c'est quelques exercices aussi, des petits exercices d'étirement qui va vous permettre d'avoir une bonne posture et d'avoir un impact sur l'ensemble, sur les différents plans également. Merci. Merci beaucoup, Émilie, pour ton intervention. Donc, je me sens bien détendue là au niveau du dos. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a des questions à poser pour qu'on puisse finir sur un bref échange. Et puis, après, je pense qu'on mettra fin au live. Personne. Très bien. Écoutez, merci d'avoir participé au live. On était à Grenoble du coup ce soir sur le thème de la déconnexion. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et en espérant vous revoir l'année prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.